journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux rétrospectifs. Dossier RAM, le ministre des Pétentique n'a plus répondu aux préoccupations des élus nationaux le vendredi. Augustin Kibasa qui avait demandé 48 heures à la plénière pour venir éclairer la lanterne des députés nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé jeudi aux confessions religieuses un délai supplémentaire de 72 heures pour s'attendre et proposer leurs délégués au bureau et à la plénière de la centrale électorale. Après le Sénat, l'Assemblée nationale a voté jeudi 30 septembre en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Bon, c'est toujours bon d'avoir l'occasion de discuter avec le Premier ministre les sujets ponctuels en RDC. On a discuté la préparation que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé de la priorité très importante pour la préparation de la COP26, une réunion, un sommet très important de l'environnement. Comme vous savez, que les États-Unis est bien impliqué dans notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité, mais aussi la préservation de l'environnement. Et on a discuté comment la communauté internationale, les États-Unis spécifiquement, peut soutenir les efforts de la RDC de protéger le bassin du Congo, que c'est le deuxième poumon du monde, pour bénéficier de la communauté congolaise, le pays, mais aussi le monde. Et aussi, on a discuté en général l'importance de la liberté de presse. Merci pour votre travail. La préoccupation de temps en temps de le problème qu'il y a qui menace la presse. Et pour faire avancer la démocratie en RDC, les États-Unis est un allié qui voudrait toujours essayer de faire avancer la paix à l'est du pays. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'Est du pays. Oui, non, c'est de bonnes questions, les deux. Principalement avec la situation en préparation de la COP26, c'est une question de comprendre et savoir quel est le plan de le gouvernement congolais et quelles sont les choses, les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on apprécie beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Elle a une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours en comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement, d'aider la capacité de l'État congolais de protéger les forêts, mais aussi pour le bien de la communauté qui doit aussi avoir des opportunités. Ce forum de 3 jours, soit du 27 au 29 septembre, ont notamment pour objectif de contribuer à la relance du secteur agricole pour une revanche du sol et du sous-sol. Ce, en établissant les états des lieux du secteur agricole et pensant aux actions à mener pour relever les défis identifiés par le gouvernement dans ces secteurs. Le chef de l'exécutif national a relevé dans son mot d'ouverture que l'agriculture deviendra la priorité des priorités de son gouvernement avant d'annoncer des actions qu'il attend mener pour y parvenir. À charge pour le gouvernement de le traduire en actions concrètes, à savoir la revanche du sol sur le sous-sol. Il s'agit en réalité du primat de l'agriculture sur tous les autres secteurs de l'économie. Oui, mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer
tous ces espoirs du développement national uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra, et réellement dans ce pays, la priorité des priorités. Le chef du gouvernement a par ailleurs annoncé le lancement par le gouvernement d'une campagne en faveur de l'agriculture, la création d'une grande banque pour financer le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, et de lancer un appel à tous les cadres de ces pays de se préparer pour que chacun se construise un toit et un champ au village. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu dans les jours qui viennent la création d'une grande banque nationale de développement qui aura entre autres pour vocation de financer le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est dans ce contexte que le gouvernement lance un appel à tous les cadres de ce pays de se préparer d'ores et déjà pour que chacun se construise un toit et un champ au village. Avec ses 80 millions d'hectares et terres arables, la République démocratique du Congo est un pays à vocation essentiellement agricole, mais seulement 8 millions de ces hectares sont effectivement consacrés aux cultures et au pâturage. Un ruban symbolique coupé, ça y est, la RDC a une nouvelle usine de torréfaction de café de l'ONAPAC. Cette usine, acquise sur fonds propres de l'ONAPAC, d'une valeur de 306 000 € en partenariat public-privé gagnant-gagnant avec la Congolaise du commerce et des investissements COCOI, permettra la relance de la consommation locale du café en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a tout d'abord remercié les agents et cadres de l'ONAPAC pour l'accueil lui réservé, tout en les félicitant pour le travail abattu. Nous sommes venus pour marquer un moment symbolique, pour montrer qu'il y a de l'espoir au Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous, qui malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout. Un moment symbolique où la RDC se réapproprie sa production de café qui à un certain moment était devenue l'affaire de quelques pays voisins à Dissa Malukonde. À tous les Congolais et Congolaises, partout où ils sont, que c'est possible de produire localement. C'est possible d'exporter nos produits. C'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. Et l'ONAPAC, aujourd'hui, nous le démontre à travers vous. Occasion faisant les larrons, le ministre de l'Agriculture n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'importance des produits agricoles dans l'économie n'est plus à démontrer et constitue une source sûre pour le développement de nombreux pays. C'est ici pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur agricole qui se résume en ces termes, je cite, « Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol ». Pour rendre opérationnel cet outil de travail, l'ONAPAC, dans sa mission de promouvoir la consommation locale, telle que recommandée par l'Organisation internationale du café, a conclu un partenariat d'affaires publiques-privées avec la Congolaise du commerce et des investissements, COCOI en sigle, pour répondre aux besoins de la population congolaise de consommer du café de bonne qualité produit localement en République démocratique du Congo. Il tient de souligner que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de quelques membres du cabinet du Premier ministre, Jean-Michel Samalukonde.
Les travaux de ces dialogues devront porter sur 3 dimensions, à savoir la dimension gouvernance politique, économique et sécuritaire, la dimension environnement et gestion des ressources minières et non minières, enfin la dimension développement humain. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a commencé par saluer les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans la normalisation de la vie politique et diplomatique de la République démocratique du Congo. L'ouverture de cette 3e session du dialogue politique entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les pays membres de l'Union européenne, me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur des efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. Pour le Premier ministre, ces relations diplomatiques ont vocation de renforcer le partenariat dans divers secteurs de la vie nationale. C'est depuis son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Ces actions devront participer au renforcement de notre partenariat. Par ailleurs, le chef du gouvernement a aussi salué la coopération entre la RDC et les institutions financières internationales, une des raisons qui les pousse à soutenir la tenue de cette 3e édition du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne. Les travaux de ces dialogues devront porter sur 3 dimensions, à savoir la dimension gouvernance politique, économique et sécuritaire, la dimension environnement et gestion des ressources minières et non minières, enfin la dimension développement humain. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a commencé par saluer les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans la normalisation de la vie politique et diplomatique de la République démocratique du Congo. L'ouverture de cette 3e session du dialogue politique entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les pays membres de l'Union européenne, me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur des efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. Pour le Premier ministre, ces relations diplomatiques ont vocation de renforcer le partenariat dans divers secteurs de la vie nationale. C'est depuis son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État
qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Ces actions devront participer au renforcement de notre partenariat. Par ailleurs, le chef du gouvernement a aussi salué la coopération entre la RDC et les institutions financières internationales, une des raisons qui les pousse à soutenir la tenue de cette 3e édition du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne. Eu égard à la loi organique de la CENI, il revient à la société civile de confession religieuse qui tarde encore et retarde le processus de désigner ses délégués conformément à sa charte. Nous leur avons accordé à dater de ces jours un délai supplémentaire ultime de 72 heures à dater de ce vendredi 1er octobre 2021 pour leur permettre de renforcer la cohésion et une solution à cette question. Sur l'opposition, il pèse l'obligation légale de déposer les procès-verbaux et dossiers relatifs à la désignation de ces délégués. Cela est devenu plus qu'une urgence. En effet, pour la tenue des élections en 2023, l'Assemblée nationale est appelée impérativement à entériner tous les membres de la CENI au courant de ces mois. Et c'est sur la base des dossiers qui seront mis à sa disposition. La planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla que nous impose l'adversaire, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement des unités et des matériels de guerre appropriés. En dépit des contraintes de terrain, les résultats enregistrés se consolident progressivement. À titre illustratif, nous pouvons épingler la récente capture par nos forces de défense et de sécurité d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. Par ailleurs, la nouvelle dynamique dans la recherche d'une solution définitive au problème d'insécurité dans la partie est de notre pays qui s'est installée entre le gouvernement de la République et les deux chambres de notre Parlement est une preuve éloquente de la volonté commune de ces deux institutions à mettre définitivement fin à cette guerre injuste. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, les évaluations successives de l'état de siège, dont la dernière qui est en cours au niveau du Sénat, en est une autre illustration de la synergie d'action. Cela devrait continuer jusqu'à la victoire finale, les souhaitons-nous. Ainsi, nos forces de défense et de sécurité n'étant pas encore parvenues à anéantir complètement l'ennemi, il va sans dire qu'une nouvelle prorogation de l'état de siège s'avère indispensable à travers ce projet de loi que j'ai l'honneur de présenter au nom du gouvernement pour son adoption ce jour par votre Chambre. Nous venons de l'apprendre de la part de notre bureau que prévu aujourd'hui, le ministre de
PTNTIC ne saura plus se présenter. C'est depuis hier qu'il a adressé une correspondance à l'Assemblée demandant une dérogation, une prorogation pour le rendez-vous d'aujourd'hui en rapport avec les dossiers RAM. Non, je ne sais pas vous dire les pourquoi exactement de ces excuses qu'il a présentées pour la journée d'aujourd'hui. Je pense, à mon humble avis, peut-être qu'il est en train de réunir les éléments capables de répondre aux honorables députés. Je ne sais pas, comme vous savez, que ça n'a pas été facile pour lui, ça a été très chaud le mercredi, peut-être par crainte de se ridiculiser, d'attirer encore la colère des honorables députés. Peut-être qu'il est en train de se concerter avec les techniciens, tous ceux qui interviennent dans les dossiers. Comme vous savez que les dossiers RAM, il n'y a pas que lui, hein, il y a les responsables de l'ARPTC ainsi que les autres services intervenants. 48 heures ont été accordées au ministre de PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba, pour répondre aux questions lui adressées par les députés nationaux ce mercredi 29 septembre 2021 sur la taxe RAM dont il est l'initiateur. Dans ses explications, pendant la plénière, le ministre de PTNTIC a affirmé ce qui suit. Pour les 6 derniers mois, le RAM nous a permis d'identifier 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 millions. Ah, je répète, d'accord. 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 675 675 appareils 2G et 11 432 431 appareils 3G et plus. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 249 appareils 2G clonés, 4 90 082 appareils 2G non conformes, 5 254 433 appareils 3G originaux et uniques, 4 425 106 appareils 3G clonés et 1 752 892 appareils 3G non conformes, 3G, 4G non conformes. La deuxième question de l'honorable: quel est le bilan actuel de la mise en place du système CER en République démocratique du Congo? Le système CER a permis à l'autorité de régulation de postes télécoms de disposer d'un premier moyen de contrôle connecté en permanence au système des opérateurs, allant jusqu'à réconcilier les bases de données sur les identifications des utilisateurs des SIM dans les réseaux GSM congolais. Ici, je dois souligner que c'est la première fois que cela se fait véritablement, parce qu'il y a eu toujours des résistances des opérateurs à ce stade. À ce jour, en termes de recettes, le RAM a produit 25 11 000 $. Ce montant représente les revenus consolidés des opérateurs. Merci. Jusqu'à ce jour. Selon lui,
38 millions d'appareils mobiles sont déjà enregistrés depuis l'opérationnalisation de la taxe RAM et 25 millions de dollars déjà récoltés. Mais cette réponse du ministre a suscité un étonnement dans le chef des députés en pleine plénière et l'initiateur de la question a parlé d'une intervention choquante. Il s'y est dénoté que plusieurs députés, dont la salle du Congrès des Palais du Peuple, ont suggéré au ministre Kibassa Maliba la suppression pure et simple de cette taxe dont la population congolaise ne veut pas. À noter que la plénière de ce mercredi avait aussi un deuxième point à l'ordre du jour, à savoir l'analyse du rapport de la Commission Défense et Sécurité sur l'état des sièges dans l'Ituri et le Nord Kivu. Nous sommes fatigués, on ne sait pas ce rame-là, ce fameux rame-là, d'où est venu. Vous voyez? Et on ne sait pas quelle régie financière de notre pays, ou soit de notre ministère des Finances, concernant ces régies, qui abritent ces rames-là. Est-ce que des GERAD? Est-ce que des DGI? Est-ce que des GERCA? On ne sait pas qui collecte les fonds de ces rames-là. Vous voyez? C'est pourquoi même le ministre a été incapable de prouver ça à l'Assemblée nationale. Parce que il vient défendre quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Excusez-moi les termes, monsieur le ministre. Vous n'avez pas maîtrisé ça. Et comme vous n'avez pas convaincu les élus du peuple et nous, la population, vous devez supprimer ça. Et au cas contraire, moi, en tant que population, je dirais, monsieur le ministre, vous devez démissionner. Vous voyez un peu. Mais le problème est que c'est la transparence qui s'y oppose. Et puis c'est tout le monde qui est en train de respecter en disant que peut-être c'est comment dirais-je, une nouvelle source de corruption. Et c'est compliqué. Que le ministre, s'il a les preuves, il a tous les éléments nécessaires à présenter, que cet argent est en bonne et due forme pour aider la population, aider l'enseignement congolais, là, bravo à lui. Quant à moi, je suis d'accord avec les députés, parce que la taxe RAM a fait vraiment souffrir et quelle en est son importance. Tu peux recharger les unités d'une valeur de 1000 francs pour appeler quelqu'un qui est loin, mais la taxe RAM te les prend. Nous exigeons la démission du ministre parce que nous en avons trop souffert. Ils étaient tous en liesse. Sourire aux lèvres, les enseignants ont reçu les assurances quant à l'amélioration de leurs conditions de vie qui passent par le paiement régulier de leur salaire. Déjà au premier jour, les nouvelles sont bonnes et rassurantes pour la reprise effective des cours dès ce lundi 4 octobre 2021 sur l'ensemble du territoire national. Un élément de taille qui a rassuré les bons syndicales des enseignants, c'est la présence de plusieurs autres ministres aux côtés du ministre Tony Mwaba. Devant l'assistance, les ministres Tony Mwaba et son collègue Jean-Pierre Liaou de la fonction publique ont présenté à chacun à son tour les efforts d'ores et déjà fournis par l'exécutif central pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants ainsi que les défis à relever dans les jours à venir. Avec notre gouvernement actuel, il y a de la volonté. Il y a de la volonté, ce qui fait que s'il y a toujours des commissions paritaires qui se sont tenues par le passé, je crois que celle-ci aura une tournure tout autre. Parce que vous devez tenir compte de la volonté du gouvernement, parce qu'on n'avait pas attendu la grève, on n'avait pas attendu la pression du banc syndical pour réaliser ce qui a été fait. Et aujourd'hui, et à l'occasion de ces assises, nous allons tout simplement passer à l'évaluation. Par rapport au cahier des charges qui a été exprimé dans les accords de Limois, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons envisager des solutions à quelques préoccupations résiduelles. Nous devons donc agir tous ensemble pour non seulement essayer de redynamiser ces grands secteurs de l'enseignement, mais également pour entreprendre à œuvrer main dans la main avec l'ambition légitime et non impossible de voir nos enfants ainsi que ceux qui ont la charge de leur transmettre les savoirs. Entendez les enseignants, les maîtres
ou instituteurs être placés dans les conditions acceptables et dignes. Ces assurances faites aux enseignants ont été précédées par l'intervention du rapporteur de l'intersyndicat des enseignants du Congo, Godefroy Matondo. Tout en reconnaissant l'importance des réalisations dont allusion faite dans les lignes précédentes, l'enseignant congolais du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique rappelle à vos respectives excellences que l'œuvre inachevée n'a jamais été récompensée. Vous avez donc le devoir d'État de respecter et de faire respecter les engagements que vous avez donc pris avec l'enseignant congolais conformément au protocole d'accord de Dubois. Sous examen, ce qui a été fait ne suffit pas, ce n'est qu'un début. À ce jour, l'enseignant congolais ne jure que sur l'application de l'accord de Dubois en général et particulièrement sur les paiements de deuxième et troisième palier de Dubois. Notons que ces assises vont se clôturer ce mercredi 29 septembre 2021. Bonne nouvelle, cependant, les gouvernements accordent 40 000 francs congolais à tous les enseignants sur toute l'étendue du territoire en attendant les fins des négociations avec les bacs syndicales. Pour de nombreux syndicalistes, le ministre de l'EPST, qui fait sienne les revendications des syndicalistes, a relevé le défi, alors qu'une grève s'est pointée déjà à l'horizon. Les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale ont débuté le 27 septembre pour une durée de 3 jours. Faute de conclusions, la clôture avait été décalée d'1 jour. Il s'est de rappeler qu'une commission interministérielle gouvernement BAC syndical de l'EPST sera mise en place pour poursuivre les travaux. Au nombre de ces réactions, celle de Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile, qui a attiré l'attention sur la vérité que la question d'élection est une matière de souveraineté nationale qui n'accepte à ce titre aucune immixtion étrangère. La rédaction des BSC-TV donne raison à Jonas Tchombela et fait observer que l'ambassadeur américain en fait un peu trop en RDC, ravivant par son évolution les raisonnements des analystes et observateurs sur les entreprises motivées par l'impérialisme américain sur le pays de Lumumba et se demande jusqu'où iront les USA dans leur ingérence dans les affaires internes de la RDC. C'est en effet un secret de polichinelle que les soubresauts et convulsions connus par la politique congolaise sont expliqués largement par le coaching américain de la classe dirigeante congolaise, voulant voir les choses se dérouler d'après la volonté et les visées de Washington dans le pays des musées Laurent Désiré Kabila. L'initiative de Mike Hammer est d'autant plus suspectée qu'il est connu de tous que pour placer leurs marionnettes au pouvoir dans les pays visés par les USA, ceux-ci interviennent en amont et en aval de leurs processus électoraux pour influencer ou pour renverser les élections à travers le monde. C'est ainsi que ce qui peut paraître comme bons offices de Mike Hammer vise en réalité à s'assurer que le président de la CNI sera celui que les USA peuvent instrumentaliser pour la victoire électorale d'une marionnette américaine parmi les prétendants au poste dans le pays de Simon Kimbangu. Inutile de rappeler l'opinion de la réalité que les politiques savent que celui qui contrôle la CNI s'assure d'une victoire électorale et que pour contrôler la CNI, il faut contrôler ceux qui désignent les membres de son bureau, surtout le président. Chers compatriotes, au cours du mois de septembre de chaque année, l'Organisation maritime internationale célèbre la Journée mondiale de la mer pour exalter l'importance du transport maritime dans l'écosystème de l'économie mondiale. Pour cette année 2021,
Le thème choisi par l'Organisation maritime internationale est « Les gens de mer au cœur des transports maritimes de demain ». En effet, au regard de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'Organisation maritime internationale met cette année l'accent sur l'élément humain dans le transport maritime en s'appuyant particulièrement sur les aspects de la sécurité et de la sûreté à bord des navires, sur le bien-être des travailleurs ainsi que sur l'importance de garantir une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Le thème de cette année marque ainsi le rôle essentiel et fondamental que jouent les travailleurs et agents de mer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale à travers le flux maritime des transports des biens et l'accroissement des échanges commerciaux internationaux en contribuant à l'équilibre de l'économie mondiale. La célébration de la Journée mondiale de la mer de cette année intervient également à un moment crucial où les effets pervers de la pandémie à Covid-19 se répercutent dangereusement dans le vécu quotidien des travailleurs du secteur maritime où l'on retrouve souvent des centaines de milliers d'hommes et de femmes bloqués à bord des navires pendant des mois dans l'incapacité d'être rapatriés, mais aussi ils se retrouvent souvent confrontés à des attaques multiples des bandes de pirates maritimes. Chers compatriotes, en cette période particulière où, à la suite de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, et sous l'impulsion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, nous nous évertuons à réécrire la bonne page de l'histoire glorieuse de notre peuple. J'ai saisi le privilège de rappeler à la mémoire de l'humanité que le tout premier commandant noir de la marine marchande de l'Afrique subsaharienne était des Congolais, parmi lesquels nous pouvons citer le commandant Bambi, décédé, et le commandant Lelo Mbulu, encore en vie et âgé de plus de 80 ans. C'est sur instruction du lieutenant-général Luboya Kasha Majoni, gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, que le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le général Ngoï Séguin, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Komanda, à plus ou moins 75 km au sud de Bunia. Sur place, le commissaire provincial a appelé la population à bannir la psychose pendant cette période où les ennemis de la paix distillent les messages de la haine tribale avec objectif de déstabiliser la région. Il y a une quiétude qui règne, le calme est revenu. Il reste par contre une certaine psychose dans les têtes de certaines personnes. Il faut travailler là-dessus, mais notre présence est pour rassurer davantage cette population-là. Il fallait encourager les hommes sous notre contrôle, les policiers, pour qu'ils travaillent davantage, que le sentiment de sécurité rentre dans la population. Dans la même veine, l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, rassure encore une fois sa population des dispositifs sécuritaires mis en place actuellement à Komanda. Les forces armées sont là pour sa sécurité. Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne puisse pas céder à l'intoxication, bien aux rumeurs. S'il voit des forces qui entrent de temps à autre, c'est pour assurer sa sécurité. Les habitants de ces centres négoces, confiants à son armée, invitent les autres à regagner leur milieu d'origine. On parle des miliciens, mais nous avons confiance à notre armée qui nous sécurise et va neutraliser ces miliciens. Si nous quittons les milliers, cela va profiter à l'ennemi. J'en vois pas pourquoi nous devons partir d'ici. Que ceux qui ont fui aux alentours des Komanda puissent revenir au lieu de souffrir là où ils sont. Ils sont bien protégés par les militaires ici. Les ennemis de la paix, FPIC et alliés, déprimés, ni moyens, ni possibilité de tenir devant les forces armées à Makayanga, Bogi et Komanda. Et pour preuve, plus de 40 miliciens
ont été capturés sur le champ de bataille. Il suffit de signaler que l'armée continue à convoyer le véhicule sur axe Komanda-Luna sans embûche ennemie. De plus en plus, l'armée et ses partenaires peaufinent de stratégies pour assurer la liberté des mouvements de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province en cette période de l'état de siège. Sorti ce vendredi 1er octobre de la liste de 24 léopards retenus pour les 2 duels en aller et retour entre le Madagascar et la RDC, dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Joël Kiasumboa, Lionel Mpassa, Bagio Saïdi sont les 3 gardiens de but retenus. Comme défenseur, le coach Hector Cooper a fait confiance à Arthur Maswaku, Fabrice Nsakala, Jordan Ikoko, Mukoko Amale, Christian Luindama, Chancel Mbemba et Inonga Baka. Les milieux de terrain sélectionnés sont Peli Mpanzu, Charles Piquel, Samuel Bastien, Omenu Kemfulu, Gaël Kakuta et Neskens Kebano. En attaque, Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, Ben Malango, Meshak Elia Boukia, Wissa Yohan, Shadrach Akolo et Jackson Mouleka ont été retenus. Le match aller va se jouer le 4 octobre à Antananarivo au Madagascar et le match retour 3 jours plus tard, soit le 7 octobre, probablement au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. À présent, les rappels des titres. Dossier RAM, le ministre des Pétentique n'a plus répondu aux préoccupations des élus nationaux le vendredi. Augustin Kibasa qui avait demandé 48 heures à la plénière pour venir éclairer la lanterne des députés nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé jeudi aux confessions religieuses un délai supplémentaire de 72 heures pour s'attendre et proposer leurs délégués au bureau et à la plénière de la centrale électorale. Après le Sénat, l'Assemblée nationale a voté jeudi 30 septembre en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.